On va commencer tout de suite, si vous êtes d'accord, par ces images qui ont marqué notre matinée, surtout celle des Ukrainiens. Regardez le résultat peut-être de ce coup de poignard de Donald Trump dans le dos de l'Ukraine il y a 2 jours maintenant. Moscou a cette nuit en effet lancé une vaste série de frappes de drones, de missiles, sans que la défense antiaérienne ne puisse réellement intervenir. Conséquence possible de l'arrêt par Washington de son aide en matière de renseignement et d'interception pris il y a 2 jours. Comme ils l'avaient prévu, les Russes ont profité de l'occasion offerte par les Américains pour cibler les infrastructures. On reviendra d'ailleurs dans la présence du ciel ukrainien de 3 Mirage 2000 livrés il y a quelques jours par la France qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On va retrouver aussi dans un instant Charline Hurel et Camille Souhaut, nos envoyés spéciaux à Irpin. Mais d'abord, je voulais que l'on écoute ce commandant du commando Azov. Il avait prévenu de ce qu'il allait arriver. Nous avons vraiment besoin d'aide avec les missiles patriotes qui couvrent les infrastructures critiques, les villes civiles, les villes densément peuplées, où ils voleront et où les civils seront tués en premier lieu. Et tout ça, c'était il y a moins de 48 heures. On va retrouver Charline Hurel et Camille Souhaut. Merci beaucoup à toutes les deux. Je le disais, vous êtes à Irpin. Cette trahison des Américains pour faire plier l'Ukraine, obliger Zelensky à accepter à leurs conditions la paix. On le savait, là où vous êtes, que ça allait avoir de lourdes conséquences. C'est ce qui est arrivé cette nuit. Oui, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que le mot trahison revient en permanence dans leurs mots. Et puis, c'est pour cela aussi qu'on s'est mis ici à Irpin. Vous savez, c'était la grande bataille d'Irpin il y a 3 ans parce que les esprits sont toujours marqués après 3 ans. Et désormais, eh bien, ce coup de poignard, comme on l'appelle dans les médias ukrainiens, pose beaucoup de questions. Il y a en effet les infrastructures civiles qui ne pourraient plus être protégées avec la suspension de l'aide militaire américaine. Et donc, vous l'avez dit, cette attaque, cette nuit, avec cette pensée des Ukrainiens, est-ce que les Russes n'en profiteraient pas pour saturer le ciel en lançant beaucoup de drones, beaucoup de missiles, pour user les stocks de missiles antiaériens ukrainiens, donc qui proviennent aussi de l'Amérique, afin qu'après ils ne puissent plus se défendre. Ça, c'est ce qui concerne les infrastructures civiles. Et puis il y a aussi la situation sur le front très complexe avec la suspension des renseignements américains. Certains soldats nous disent: nous sommes coupés de certains systèmes, nous n'avons plus accès aujourd'hui aux cartes d'une entreprise américaine qui pouvait nous donner des emplacements stratégiques occupés par les Russes. Voilà à quoi sont confrontés les Ukrainiens qui nous décrivent un brouillard complet depuis au moins cette semaine. Merci beaucoup Charline, merci à Camille qui vous accompagne. On s'en doutait Xavier, on l'avait même dit ici sur ce plateau, bien évidemment, Moscou en profiterait. Moscou en profite et va en profiter de plus en plus parce qu'il y a encore des munitions, notamment pour les patriotes. On nous parlait à l'instant Charline. Ça risque d'être effectivement de pire en pire. C'est un vrai coup de poignard dans le dos, une vraie trahison de la part de Donald Trump. Et là, ça vise directement les civils, les infrastructures énergétiques, toujours pareil. Hein. C'est le chauffage, l'électricité, l'eau chaude pour les Ukrainiens. Et on a vu la carte tout à l'heure, ça va jusqu'à la frontière de la Pologne et de la Roumanie. En fait, une ville que je connais bien qui s'appelle Ivano-Frankivsk, on le voit, c'est totalement à l'ouest de l'Ukraine, c'est extrêmement loin du front, Ternopil aussi. Et en fait, les Ukrainiens sont de plus en plus, peut-être pas aveugles, mais au moins myopes. On pense notamment au décollage des bombardiers depuis des aéroports assez éloignés en Russie, qui pouvaient être prévenus grâce aux renseignements américains. Ça sera de moins en moins le cas. On sait que les civils ukrainiens, certaines fois, étaient alertés quasiment 2 heures à l'avance d'un bombardement possible dans certaines zones. Ça devrait ne plus être le cas et ça risque d'être très dangereux, notamment pour les civils. Et puis il y a tout un type d'armement livré par les Américains qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne moins bien. On peut toujours avoir des batteries de patriotes, si on n'a pas les missiles qui vont avec, elles ne servent plus à rien. Exactement, ainsi que le brouillage de certains services. Olivier Weber, c'est aussi une façon de peser sur les Ukrainiens, tout simplement. Ils ont pesé, les Américains, on en reparlera, sur Zelensky, qui accepte, qui plie aux exigences de Trump. Mais c'est aussi une façon de faire pression sur les Ukrainiens en disant la paix ne tient qu'à un fil. Donc
faites pression sur vos politiques et vous verrez, ça peut s'arrêter. Oui, absolument, avec un effet boomerang terrible. Bon, je ne pense pas qu'il y aura un effet boomerang pour les États-Unis de manière générale, ne serait-ce qu'au niveau des agrégats économiques. C'est ce que disait encore le New York Times ce matin. Mais pour revenir à votre question sur le militaire, il y a effectivement les armes, il y a les munitions. On a des stocks entre 3 semaines et 6 mois, ça dépend de quoi on parle, en défensif et en offensif. Défensif, c'est important. Et là, il y a aussi, en plus, l'arrêt du renseignement américain, mais aussi tout ce qui était fait en matière de cybersécurité. Là, les États-Unis ont annoncé avant-hier qu'ils arrêteraient donc tout ce qui était donc engagement au niveau de la cybersécurité sur la Russie. Donc on a l'impression qu'on veut forcer l'Ukraine de manière générale à tout accepter. Donc c'est une capitulation d'une part. Deuxièmement, c'est un cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire en fait la paix. Et ce que disent les Ukrainiens, et c'est ce que disait Xavier à l'instant, c'est une trahison. En même temps, on nous force à plier alors que le temps joue pour Poutine. Poutine, on sait très bien qu'il recommencera sur l'Ukraine, sur les pays limitrophes. Je suis passé par quelques pays européens pour rentrer et sortir d'Ukraine. La Moldavie, qui n'est pas encore dans l'Europe, mais qui est un pays romanophone. La Roumanie, bien sûr. La Pologne, les pays baltes. Donc c'est inquiétant. Et c'est-à-dire que les Américains n'ont pas la dimension du temps. Grosso modo, on est dans le court terme, alors que Poutine, lui, raisonne sur le long terme. Alors, dans un instant, on va parler des relations détestables qui se sont encore empirées hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La déclaration aussi, juste avant cette émission, du porte-parole du Kremlin, qui lui parle d'attaque, de riposte militaire face à la France et face également à l'Union européenne. Et puis, il y a quelque chose qui va absolument pas arranger nos bidons. Général, c'est le fait que Kiev ait utilisé 3 Mirages, parce que je crois qu'on en a envoyé que 3, des Mirages 2000 sur les 6 prévus pour la première fois dans le sol ukrainien pour tenter d'intercepter des missiles et des drones. Je crois qu'on a dépassé le stade de satisfaire le type d'en face ou pas. On a donné des Mirages aux Ukrainiens et c'est là pour être utilisé. Et puis si c'est des PO russes, c'est la même chose. Voilà, c'est tout. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on en perde un en l'air. Autrement, ça ferait mal. Mais dans tous les cas de cause, si on a donné ces Mirages aux Ukrainiens, c'est pour qu'ils s'en servent. Et s'ils s'en sont servis, je crois que c'est très bien. Et on peut faire toutes les critiques qu'on veut de l'autre côté. Ça ne changera rien. Les Ukrainiens se défendent, point à la ligne, quoi. Alors, Anna, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Enfin, à tout le monde, bien évidemment, et à nos téléspectateurs. Mais vous allez pouvoir réagir en premier. Il s'agit du cynisme américain. En tout cas, du cynisme de l'administration Trump, notamment sur le fait d'user et d'abuser de tous les moyens pour arriver à une résolution du conflit. Et c'est le négociateur en chef américain, l'ami proche de Donald Trump, Keith Kellogg. Écoutez, c'est hier. Pour l'Ukraine, cela peut prendre un certain temps pour que ses fournitures militaires s'épuisent. Mais la coupure des renseignements a un effet immédiat. Selon vous, quel est l'effet aujourd'hui? Et quel sera l'effet si cela continue pendant encore 1 semaine, ou 2, ou 3? La meilleure façon de décrire cela est de dire que c'est comme frapper une mule avec une planche sur le nez. Vous avez attiré leur attention, et c'est très important évidemment en raison du soutien que nous apportons. Mais c'est une façon d'attirer l'attention. Mais c'est une pause, ce n'est pas une fin, et c'est ensuite à eux de le faire. Et je sais que les partenaires alliés qui ont quelque chose à voir avec le soutien des États-Unis sont eux aussi en quelque sorte en pause. Donc je veux dire, chaque fois qu'en tant que militaire vous déplacez des ressources, provenant principalement de la communauté du renseignement, c'est assez significatif. Keith Kellogg, le négociateur en chef américain, c'est comme frapper une mule avec une planche sur le nez. Peu de considération quand même pour ce que l'on pensait être un allié, visiblement non. Bah non, c'est sûr. S'il y a un côté positif de tous ces événements des 8 derniers jours, c'est que maintenant les intentions de l'administration Trump est claire. Et je précise, je suis absolument précis, et je suis content que vous ayez précisé que ce sont des actions de l'administration Trump et de Donald Trump et non des États-Unis. Je crois que dorénavant, on doit penser que ce que fait l'administration Trump ne représente pas la vie, l'histoire et les valeurs des États-Unis. Et il faut être clair sur le sujet. Non, ce qui me frappe dans ce petit discours que vous avez diffusé maintenant, c'est que Donald Trump, qui se méfiait complètement et qui reniait la capacité, l'efficacité de nos services d'intelligence, maintenant, il utilise
le fait que cette intelligence est fiable et au top. C'est un moyen de pression. Pour mettre pression. Donc voilà encore une fois une petite preuve que ce que dit le président actuel américain est pas tout à fait fiable. C'est-à-dire il a des valeurs sûres, mais la fidélité aux faits et la fidélité à l'histoire, c'est pas parmi ses valeurs. Et ce qui est terrible avec l'Ukraine, quand on écoute Keith Kellogg, c'est encore négociateur en chef, bien évidemment, c'est lui qui va se retrouver avec les Ukrainiens la semaine prochaine à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est une des premières rencontres, mais on a l'impression d'un malade à qui on priverait d'oxygène, c'est-à-dire ou alors on réduirait petit à petit pour savoir c'est pas un négociateur d'ailleurs. Il va se passer quelque chose. C'est à peu près ça le sentiment qu'on a des Américains aujourd'hui avec les Ukrainiens. Moi j'avais une autre image. En fait, les Américains sont en train d'enfermer la victime, l'Ukraine, totalement désarmée, dans une cage avec l'ours russe en face, en disant à Vladimir Poutine, vas-y, massacre-la. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, les Américains sont en train de priver les Ukrainiens de toute possibilité de négociation. Mais ils se privent eux-mêmes aussi de possibilités de négociation. C'est-à-dire que dès le départ, de toute façon, Donald Trump a tout lâché à Vladimir Poutine et c'est de pire en pire. Il faut savoir qu'en l'absence du renseignement américain, qui peut être compensé dans une certaine mesure par d'autres renseignements, notamment européens. Pas totalement. Mais non, pas totalement, et surtout sur un point extrêmement précis, c'est que ce renseignement nourrit les armes les plus sophistiquées américaines, qui sont les plus utiles aux Ukrainiens. Ils ne peuvent quasiment plus s'en servir. Une fois qu'ils auront usé leur dernier missile Patriot, ça sera terminé. Olivier. Oui, alors ce qu'il faut en plus avec le renseignement américain, c'est qu'il donnait des éléments, ce qu'on appelle pour l'aide au ciblage, c'est-à-dire en temps réel. C'est à la fois du défensif et de l'offensif. Effectivement, on savait exactement quand décoller les avions, mais même les drones. On a quelques secondes de réaction, évidemment, du côté ukrainien. Ça, évidemment, ça va être assez compliqué dans le temps à remplacer, y compris avec l'aide européenne qui est promise aussi en matière de renseignement. Après, on a l'impression que Trump ne comprend pas ce qui se passe en face. Et comme le disait Xavier, il a tout donné. Ça va. Quand vous êtes diplomate ou négociateur en chef, mais Trump n'est pas seul. Enfin, même son entourage. Bien sûr, bien sûr. Ils sont tous convaincus. Tout à fait. Vous avez des éléments dans votre panier de négociateurs, de diplomates ou de puissance impériale, ce qui est quand même le cas aussi des États-Unis, qui redevient expansionniste. On l'a avec le Panama, le Groenland et le Canada. Vous avez des éléments, des munitions, des cartouches et des biscuits. Et là, elle donne tout dès le départ. Donc, ce n'est pas négocié. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le rapport de force ou dans l'échange. Après, deuxièmement, je crois qu'il n'a pas compris Trump ou l'administration de Trump qu'en face, il y a vraiment un empire expansionniste qui est celui de Poutine, qui n'a de rêve que de refaire en partie donc l'espace soviétique. Tout à fait. Et puis deuxièmement, qui transforme son statut d'agresseur en agressé. Et pour cela, il a besoin d'aller encore plus loin. C'est une dynamique de fuite en avant qui est très dangereuse pour tout le monde, pour l'Europe et pour le reste du monde.